un moment crucial de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler dut se confronter à une dure réalité. La guerre qu'il avait prévu de gagner de manière décisive était irrémédiablement perdue. Face aux rapports faisant état de revers sur le front de l'Est, de défaites en Afrique du Nord et de la pression croissante du débarquement allié en Normandie, Hitler commença à comprendre que ses rêves d'un Troisième Reich dominant s'effondraient. Malgré son obstination, ce jour-là, marqué par l'effondrement de sa stratégie, sonna le début de la fin pour l'Allemagne nazie, mettant en lumière l'incapacité d'un régime qui, jusqu'alors, avait fondé sa force sur l'arrogance et la violence. Le contexte de la défaite, front ouvert et pertes stratégiques. À la mi-1944, la situation militaire de l'Allemagne avait radicalement changé, de façon dangereuse. Après près de 5 ans de guerre totale, le Troisième Reich ne pouvait plus maintenir un front continu. Chaque décision stratégique devait être prise sous une pression constante et avec des ressources de plus en plus limitées. À l'Est, l'Union soviétique avait reconquis une grande partie du territoire perdu et progressait avec des forces massives en Pologne et en Allemagne, consolidant ses victoires à des batailles comme Koursk et contraignant la Wehrmacht à des positions défensives désespérées. L'ampleur des pertes, tant humaines que matérielles, devenait insoutenable, et la machine logistique allemande, qui avait été l'épine dorsale de la Blitzkrieg, montrait de profondes failles, trains surchargés, routes détruites et dépôts de ravitaillement insuffisants ou inaccessibles. À l'ouest, la situation était tout aussi critique. La planification alliée avait atteint son apogée avec le débarquement en Normandie en juin 1944, ouvrant un second front et contraignant Hitler à disperser ses maigres forces sur un territoire s'étendant de la frontière française aux Ardennes. La Luftwaffe, pilier de la stratégie allemande, ne pouvait plus dominer le ciel. La supériorité aérienne alliée était écrasante. Les bombardements stratégiques détruisaient usines, ponts et centres logistiques, et la capacité de réaction rapide des forces allemandes était entravée par le manque de carburant, de pièces détachées et de moyens de communication efficaces. Les rapports militaires parvenus au Führer étaient alarmants. Ils détaillaient non seulement les pertes territoriales et humaines, mais aussi l'incapacité à mener des opérations offensives cohérentes. Chaque défaite sur un front était aggravée par l'impact psychologique sur les officiers et les soldats. Le moral s'effondrait, la discipline vacillait et la désobéissance, bien que limitée, commençait à se manifester par des retards et des refus d'obéissance aux ordres. L'ampleur de la guerre simultanée sur de multiples fronts avait transformé la stratégie allemande en un exercice d'équilibriste intenable où la moindre erreur pouvait être fatale et les options de contre-attaque se réduisaient à des mesures locales et désespérées. Le sentiment croissant de défaite d'Hitler ne découlait pas d'un événement isolé, mais de l'accumulation constante d'échecs militaires et de la preuve tangible que les ressources du Troisième Reich étaient irrémédiablement submergées. À l'Est, l'offensive soviétique progressait avec une force irrésistible, contraignant les divisions allemandes à battre en retraite après de violents combats dans des territoires qui semblaient auparavant sûrs. Chaque ville perdue, chaque ligne de défense percée, chaque rapport faisant état de lourdes pertes renforçait la conviction grandissante que la machine de guerre allemande ne pouvait plus maintenir le rythme ni conserver l'initiative stratégique. L'ampleur des pertes humaines affecta non seulement le front militaire, mais mina également le moral des troupes et la confiance des officiers dans la capacité d'Hitler à mener la guerre à la victoire. À l'ouest, la situation était tout aussi critique. Après le débarquement allié en Normandie et la consolidation des têtes de pont, la Wehrmacht subissait une pression constante qui épuisait ses réserves, affaiblissait sa logistique et engendrait des tensions permanentes entre les commandants militaires. Les rapports des généraux montrèrent clairement que toute tentative de contre-attaque nécessiterait des ressources indisponibles et que les renforts arrivaient avec des retards de plus en plus insurmontables. La coordination entre les fronts, la disponibilité du carburant et des munitions et la mobilité des unités étaient limitées au point de rendre pratiquement impossible toute manœuvre offensive à grande échelle. Hitler commença à comprendre que la guerre avait dépassé les capacités stratégiques et tactiques du Reich. La rapidité et l'audace qui avaient caractérisé les premières campagnes, comme la Blitzkrieg en France et aux Pays-Bas, s'étaient heurtées à un ennemi qui apprenait, adaptait ses défenses et exploitait les faiblesses allemandes. La supériorité aérienne alliée,
les capacités de débarquement naval, la puissance industrielle américaine et la résilience soviétique ont démontré que la guerre ne pouvait plus être gagnée par des manœuvres rapides ou des surprises tactiques, mais exigeait des ressources, du temps et un contrôle que l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas fournir. La prise de conscience de cette impasse a non seulement influencé la planification militaire, mais a également eu un profond impact psychologique sur Hitler et son entourage. Chaque ordre de renfort impossible à satisfaire, chaque demande de ravitaillement arrivée en retard ou incomplète, et chaque carte montrant des territoires occupés par l'ennemi renforçait la conviction que la victoire était devenue hors de portée. La guerre avait cessé d'être une campagne contrôlable et prévisible. Elle se transformait en un processus de revers, de pertes et de décisions désespérées, où la marge de manœuvre se réduisait de jour en jour et où la défaite finale devenait de plus en plus évidente. Au sein du régime, cette perception eut également des conséquences politiques et de loyauté. Les officiers et leurs plus proches collaborateurs commencèrent à s'interroger sur la pertinence de continuer à obéir à des ordres qui ne produisaient plus de résultats favorables. Les tensions entre l'obstination d'Hitler et les réalités du front engendrèrent des conflits internes, de la méfiance et un épuisement émotionnel parmi ceux qui avaient maintenu le contrôle de l'Allemagne pendant des années de guerre. La combinaison de la pression militaire, de l'isolement diplomatique et de la diminution des ressources a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel le Führer a commencé à comprendre que la guerre, telle qu'il l'avait conçue, était effectivement perdue, et que la seule certitude qui lui restait était l'imminence de l'effondrement total du Troisième Reich. L'offensive soviétique à l'Est était devenue un avertissement clair de la vulnérabilité allemande bien avant qu'Hitler ne soit confronté à la preuve définitive de sa défaite. La bataille de Stalingrad, qui fit rage de l'été 1942 à février 1943, marqua un tournant dramatique dans la guerre. La Wehrmacht, habituée à la mobilité et à la supériorité tactique de la Blitzkrieg, se retrouva prise au piège d'un conflit urbain d'usure absolue, où la logistique, le climat extrême et la détermination des troupes soviétiques redéfinirent complètement les perspectives de victoire. L'encerclement final de la 6e armée allemande à Stalingrad et sa reddition constituèrent non seulement une humiliation militaire sans précédent, mais aussi un coup psychologique profond pour Hitler et son entourage, démontrant que la machine de guerre allemande n'était pas invincible. À partir de Stalingrad, l'Union soviétique lança des offensives successives sur un front toujours plus large, progressant vers l'ouest et reprenant des territoires clés en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes. Chaque avancée soviétique démontra l'impossibilité de maintenir des positions défensives prolongées. Les divisions allemandes s'épuisèrent rapidement, tandis que le moral des troupes s'effondra face à la supériorité numérique et matérielle de l'ennemi. Les rapports en provenance du front de l'Est parvenus à Hitler montraient des images de villages détruits, de lignes de communication coupées et d'immenses colonnes de prisonniers allemands, témoignant de l'incapacité de la Wehrmacht à contenir un adversaire disposant de ressources croissantes et d'une stratégie de pression continue. L'hiver russe ajouta une difficulté supplémentaire. Températures extrêmes, neige et boue immobilisèrent les transports et les véhicules, provoquant des retards critiques dans l'acheminement des renforts et des approvisionnements. La promesse mythique de la guerre éclair s'estompa face à la réalité des guerres d'usure, où chaque kilomètre gagné engendrait des pertes humaines et matérielles dévastatrices. Les preuves étaient claires. Les armées soviétiques pouvaient rapidement remplacer leurs pertes et s'adapter aux tactiques allemandes, tandis que l'Allemagne ne disposait pas de réserves efficaces pour soutenir une offensive, ni même une défense prolongée en territoire ennemi. L'effondrement du front de l'Est eut un impact stratégique et psychologique profond, se répercutant à tous les niveaux de l'appareil militaro-politique nazi. La défaite de Stalingrad, subie début 1943, signifiait non seulement la perte d'une armée entière et de milliers d'hommes, mais marqua également un tournant irréversible dans la perception qu'avait Hitler de la capacité de l'Allemagne à maîtriser le cours de la guerre. L'ampleur de la défaite fut telle qu'elle devint un symbole de vulnérabilité pour les dirigeants nazis, démontrant que la Blitzkrieg, cette tactique de guerre éclair qui avait permis des victoires rapides en Europe occidentale, ne pouvait plus garantir de résultats face à des ennemis massifs, bien entraînés et motivés comme l'armée rouge.
L'effet immédiat sur la planification militaire fut la nécessité de disperser les forces dans une tentative désespérée de contenir l'avancée soviétique à l'Est, ce qui affaiblit considérablement le front occidental. L'Allemagne, qui jusque-là avait pu concentrer ses troupes et ses ressources de manière stratégique, se trouva confrontée à un dilemme logistique. L'impossibilité de renforcer simultanément tous les fronts, les pénuries de carburant, de munitions et de matériel de guerre et la fatigue d'unités déjà épuisées. Ce déséquilibre a permis aux Alliés de l'Ouest de consolider leurs préparatifs en vue d'opérations offensives de grande envergure, notamment le débarquement de Normandie en juin 1944, dont les conséquences allaient être décisives pour la désintégration progressive du contrôle allemand sur la France et les territoires occupés. Pour Hitler, Stalingrad n'était pas seulement une défaite militaire, mais un avertissement stratégique quant à la vulnérabilité absolue de l'Allemagne face à un ennemi qui réunissait une supériorité numérique, tactique et morale. La ville et ses environs devinrent la preuve flagrante que la Wehrmacht pouvait être encerclée, vaincue et anéantie, et que la confiance en l'invincibilité de l'armée allemande n'était plus, dès lors, qu'une dangereuse illusion. Chaque rapport de perte, chaque signe de réorganisation soviétique et chaque attaque coordonnée par l'armée rouge renforçait l'impression que le Reich ne dictait plus le rythme de la guerre, mais réagissait d'une manière prise au piège d'un conflit d'usure qui le menait progressivement au bord de l'effondrement. L'impact psychologique sur Hitler et son entourage fut tout aussi profond. L'obstination du Führer, caractérisée par des ordres contradictoires et des demandes de contre-attaque impossibles, commença à coexister avec une peur silencieuse et grandissante de la perte totale de contrôle. La planification militaire et stratégique devint de plus en plus désespérée, avec des mesures telles que la fortification des positions, la constitution de réserves stratégiques pour les imprévus et la préparation de défenses passives dans les territoires encore sous contrôle allemand. L'ombre d'une défaite finale planait de plus en plus près, et bien qu'Hitler ait publiquement affirmé que la guerre pouvait être gagnée, il était admis en privé que le conflit avait atteint un point de non-retour. De plus, les conséquences de Stalingrad dépassèrent le cadre militaire et affectèrent le moral de l'Allemagne nazie. La population, déjà soumise aux bombardements, aux pénuries alimentaires et à la propagande triomphante, commença à prendre conscience de l'ampleur de la défaite à l'Est grâce aux fuites d'informations, aux rumeurs et aux lettres de soldats envoyés au front. Parmi les officiers et les soldats, la prise de conscience du risque croissant et de la capacité limitée à contenir l'avancée soviétique a engendré une méfiance envers les ordres et un sentiment d'inévitabilité qui allait se consolider avec les échecs ultérieurs en Italie et en France. Historiquement, l'effondrement à l'Est a marqué un tournant décisif dans la stratégie allemande. Stalingrad est devenu le symbole de l'impossibilité d'inverser le cours de la guerre par des tactiques locales, démontrant que la Wehrmacht ne pouvait plus soutenir d'offensives prolongées sans s'exposer à des pertes catastrophiques. L'offensive soviétique, combinée à la pression des Alliés à l'Ouest, a créé un scénario où l'Allemagne a été contrainte de gérer la guerre sur la base de la défense et de l'endiguement, plutôt que sur celle de l'expansion et de la conquête. Ainsi, la défaite à l'Est n'a pas seulement affaibli le Reich militairement, mais a également amorcé un processus irréversible d'effondrement psychologique, stratégique et logistique qui allait déterminer le sort final de l'Allemagne nazie. Les échecs allemands et de l'Axe en Afrique et en Méditerranée furent un facteur déterminant dans la prise de conscience d'Hitler que la guerre entrait dans une phase irréversible. Dès les premiers engagements en Libye et en Égypte, les forces du Troisième Reich, sous le commandement du général Erwin Rommel, remportèrent des succès tactiques qui impressionnèrent l'état-major et le Führer lui-même. Cependant, ces progrès initiaux dépendaient de lignes d'approvisionnement extrêmement longues et d'un équilibre précaire entre initiatives militaires et soutien logistique. La géographie de l'Afrique du Nord, avec ses vastes déserts et ses conditions climatiques extrêmes, associée à sa dépendance au transport maritime, signifiait que toute vulnérabilité dans la chaîne d'approvisionnement pouvait compromettre l'ensemble de la campagne. Le tournant décisif survint avec la défaite d'El Alamein en octobre-novembre 1942. L'offensive britannique, menée par Bernard Montgomery, combinée à la supériorité matérielle et aérienne de l'Axe, démontra l'incapacité des Allemands à maintenir des positions durables loin de leurs bases en Libye et en Tunisie. La perte d'El Alamein représentait bien plus qu'un simple revers territorial.
Elle impliquait l'impossibilité de contrôler le canal de Suez et, par conséquent, les voies stratégiques d'accès au pétrole et aux ressources du Moyen-Orient, essentielles à l'économie de guerre allemande. De plus, l'offensive alliée en Afrique du Nord a contraint Hitler à détourner des ressources qui auraient pu être allouées à d'autres fronts, affaiblissant simultanément les campagnes en Europe et à l'Est. Dans le même temps, l'entrée en guerre des États-Unis en Méditerranée, avec les débarquements au Maroc et en Algérie lors de l'opération Torch en novembre 1942, a consolidé la pression sur les forces de l'Axe. Stratégiquement coordonnées, les troupes américaines et britanniques ont progressé sur plusieurs fronts, submergeant les défenses allemandes et italiennes et démontrant clairement que le contrôle de la région serait intenable à long terme. Le manque de ravitaillement, la fatigue des troupes et l'incapacité à maintenir une cohésion tactique face à un ennemi de plus en plus nombreux et mieux approvisionné ont conduit à une série de défaites en cascade, culminant avec la reddition de plus de 250 000 soldats de l'Axe en Tunisie en mai 1943. Les échecs de l'Allemagne en Afrique et en Méditerranée ont eu un effet psychologique dévastateur sur Hitler et son entourage, démontrant que la suprématie militaire qui avait caractérisé les premières années de la guerre commençait à s'effriter irréversiblement. La Wehrmacht, que l'on croyait presque invincible après les campagnes de Pologne, de France et des Pays-Bas, se trouvait confrontée à un ennemi qu'elle ne pouvait plus sous-estimer. Les forces britanniques, américaines et du Commonwealth démontraient des capacités stratégiques et logistiques suffisantes pour soutenir des campagnes prolongées, tandis que le terrain géographique et les conditions climatiques extrêmes de l'Afrique et de la Méditerranée entravaient la projection militaire allemande. La perte de positions stratégiques telles que Tobrouk, le contrôle du canal de Suez et l'expulsion des forces de l'Axe de Libye et d'Égypte ont démontré que l'Allemagne ne pouvait pas maintenir une présence efficace dans les territoires périphériques sans compromettre ses capacités de défense en Europe centrale et orientale. Ces défaites ont eu des conséquences directes sur la perception qu'avait Hitler du cours de la guerre. L'ouverture d'un front méditerranéen, conjuguée à la perte de l'Afrique du Nord, a permis aux Alliés de projeter leurs forces en Europe du Sud, facilitant ainsi les débarquements en Sicile et en Italie continentale. Cela a contraint le Führer à reconsidérer ses priorités stratégiques, à redistribuer des ressources rares et à faire face à la réalité selon laquelle la défense du cœur du Reich, l'Allemagne centrale et le front de l'Est, devenait de plus en plus vulnérable. L'incapacité à soutenir des campagnes lointaines a révélé que le Reich était structurellement surchargé et que la guerre, loin d'être un conflit gérable, était devenue un scénario de pression constante et multidirectionnelle. L'impact psychologique sur Hitler ne se limitait pas à la seule perception d'un échec militaire. La perte de l'Afrique et de la Méditerranée éroda la confiance en ses généraux et en l'efficacité de la planification stratégique allemande, accentuant la frustration et la paranoïa qui allaient caractériser ses décisions dans les dernières années de la guerre. Chaque défaite renforçait l'idée que l'Allemagne était acculée, les fronts avançant vers le cœur du Reich depuis l'Est, l'Ouest et le Sud, réduisant sa marge de manœuvre et créant un sentiment d'inévitabilité quant à la défaite finale. Cette perception a également alimenté l'obstination et une prise de décision de plus en plus erratique, comme des ordres contradictoires pour des contre-attaques impossibles, des changements brusques dans l'allocation des ressources et l'insistance à maintenir des positions stratégiquement non viables. D'un point de vue historique, les échecs en Afrique et en Méditerranée ont également eu des conséquences logistiques et stratégiques concrètes. La perte de ressources essentielles, de carburant, d'artillerie lourde et d'unités d'élite lors de campagnes lointaines a affaibli la capacité du Reich à réagir sur les fronts clés, notamment à l'Est et pendant les préparatifs du second front en Europe occidentale. De plus, l'occupation alliée du sud de l'Italie a permis de projeter des forces en Autriche et dans le nord de l'Italie, augmentant ainsi la pression sur les forces allemandes et contribuant à l'idée que la guerre était devenue un conflit défensif, où chaque victoire locale était insuffisante pour changer l'issue finale. Prises ensemble, ces défaites ont démontré que le Reich était stratégiquement compromis. La pression alliée sur de multiples fronts, la perte de territoires périphériques et le surdéploiement de ses forces ont clairement montré que la guerre était hors de contrôle pour l'Allemagne. Pour Hitler, chaque revers confirmait non seulement les limites matérielles et logistiques de l'Allemagne, mais renforçait également la preuve que la défaite n'était plus une possibilité lointaine, mais une conséquence inévitable qui exigerait des décisions de plus en plus désespérées
pour tenter de retarder, même temporairement, l'effondrement du Troisième Reich. Le débarquement allié en Normandie, connu sous le nom de jour J, le 6 juin 1944, a représenté un coup stratégique et psychologique décisif qui a modifié la perception qu'avait Hitler de la viabilité de la guerre. Après des années de consolidation de ses défenses sur la côte atlantique et d'investissement de ressources considérables dans le mur de l'Atlantique, l'Allemagne a dû faire face à une opération amphibie d'une ampleur sans précédent, combinant les forces terrestres, navales et aériennes alliées des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations. L'ampleur du débarquement, la coordination logistique et la capacité de tromper grâce à des opérations comme Bodyguard, qui comprenaient l'utilisation d'armées fictives et de désinformation, ont démontré à Hitler et à son état-major que les Alliés pouvaient surmonter toutes les préparations défensives allemandes en Europe occidentale. Les préparatifs allemands ont démontré la dépendance du Führer à l'égard de ses propres critères de commandement, ce qui a souvent retardé les décisions cruciales. Hitler, convaincu que les débarquements ne seraient que des diversions ou des tentatives secondaires, a tardé à autoriser le mouvement des réserves stratégiques, ce qui a permis aux forces alliées d'établir des têtes de pont solides. La combinaison des précédents bombardements, de la supériorité aérienne alliée et de l'expérience tactique de Montgomery, Bradley et d'autres commandants alliés a provoqué une fragmentation rapide de la résistance allemande, démontrant que le Reich ne pouvait pas résister simultanément à la pression de l'Est et de l'Ouest sans compromettre la défense de son territoire principal. L'ouverture de ce second front occidental eut des conséquences profondes. Les forces allemandes, affaiblies par les combats en Russie et en Méditerranée, furent contraintes de redéployer des divisions essentielles, retirant des unités d'un front pour tenter de contenir l'offensive en France. Cette décision engendra des tensions internes, des retards logistiques et des affrontements avec des troupes déjà épuisées, démontrant à Hitler l'incapacité structurelle du Reich à soutenir la guerre sur plusieurs fronts. La rapidité avec laquelle les Alliés ont étendu leurs têtes de pont et progressé à l'intérieur du pays a révélé que la résistance allemande était vouée à être progressivement vaincue par un ennemi qui combinait des ressources humaines et matérielles supérieures. D'un point de vue stratégique, la Normandie a démontré que tout espoir de négocier une paix partielle ou de maintenir une défense efficace en Europe occidentale s'amenuisait. Hitler commença à comprendre que la perte de contrôle sur la France impliquait non seulement des pertes territoriales, mais aussi des pertes de voies logistiques, de production industrielle dans les zones occupées et de morale des troupes. La combinaison de la pression venue de l'Est et de la pénétration alliée depuis l'Ouest signifiait que le Reich était littéralement encerclé, et que les erreurs accumulées en matière de planification et de gestion des ressources allaient entraîner des défaites inévitables. Le débarquement en Normandie a également eu un effet psychologique dévastateur sur Hitler. La certitude que la machine de guerre allemande ne pourrait pas arrêter une attaque alliée coordonnée et massive a miné sa confiance dans la stratégie globale, renforcé le sentiment de trahison interne et accru les tensions au sein de son entourage. Chaque jour qui passait où les Alliés consolidaient leur position et avançaient vers Paris et le cœur de l'Allemagne confirmait que, concrètement, la guerre était en train d'être perdue. La coordination des Alliés, l'innovation tactique et la supériorité matérielle ont démontré que toute tentative d'inversion de la situation exigerait des efforts que le Reich ne pouvait plus soutenir. En résumé, l'ouverture du second front avec le débarquement de Normandie a accéléré la prise de conscience d'Hitler que la guerre était définitivement engagée. L'incapacité à résister simultanément sur plusieurs fronts, conjuguée à l'épuisement des ressources et à la pression psychologique de voir les défenses allemandes être percées, a marqué un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale, créant les conditions de la défaite finale du Troisième Reich. Rapport et avertissement. Les généraux confrontent Hitler à la réalité. Alors que la situation militaire du Troisième Reich se détériorait en 1944, les rapports de terrain et les évaluations stratégiques commencèrent à s'accumuler sur le bureau d'Adolf Hitler, montrant de plus en plus clairement que la guerre échappait au contrôle allemand. Les généraux et les chefs d'état-major, conscients de l'ampleur des échecs sur de multiples fronts, étaient confrontés au difficile dilemme de communiquer la dure réalité à un Führer de plus en plus isolé, obsédé par l'idée de victoire et réticent à accepter toute nouvelle défavorable. Les rapports provenaient de toutes les régions.
Du front de l'Est, où l'offensive soviétique progressait inexorablement après la défaite de Stalingrad et les batailles de Koursk et de Narva, au front de l'Ouest, où les préparatifs alliés pour l'ouverture d'un second front étaient évidents et très inquiétants. Au quartier général, des rapports détaillés ont été rédigés sur les pertes en personnel, l'épuisement des approvisionnements, l'effondrement des lignes de communication et l'affaiblissement du moral des troupes. Les commandants ont exprimé, chiffres à l'appui, l'impossibilité de tenir des positions stratégiques critiques sans renforts immédiats, évoquant des scénarios d'effondrement territorial en quelques semaines ou quelques mois si des mesures urgentes n'étaient pas prises. Les problèmes logistiques ont été décrits. Pénurie de carburant pour la Luftwaffe et les unités blindées, insuffisance de munitions, difficultés de transport ferroviaire et routes détruites, ainsi que l'incapacité à maintenir une défense efficace contre la supériorité numérique et technologique des Alliés. Certains généraux comme Heinz Guderian, Walter Model et Hans Krebs ont tenté d'affronter Hitler directement, soulignant que la guerre ne pouvait plus prendre l'avantage grâce à des manœuvres tactiques limitées. Ils ont fait valoir que la prolongation du conflit ne faisait qu'accroître le risque de destruction totale et ont suggéré d'envisager un retrait organisé, voire des négociations stratégiques afin de préserver ce qui restait du Reich. Cependant, la personnalité d'Hitler et son obsession pour la guerre totale ont compliqué la réception de ces messages. Toute tentative d'avertissement était fréquemment interprétée comme du pessimisme ou de la déloyauté, et le Führer réagissait souvent avec colère, rétrogradant ou remplaçant les officiers qui n'étaient pas d'accord avec sa vision. Les rapports comprenaient également des évaluations des renseignements sur les mouvements des Alliés, l'état de préparation des Soviétiques et les capacités industrielles des ennemis. Ces documents démontraient clairement que la machine de guerre allemande était distancée en matière de production, d'innovation technologique et de déploiement stratégique. Malgré cela, Hitler persistait à croire que des manœuvres désespérées, des offensives locales ou des bombardements massifs pouvaient changer le cours des événements, ignorant les preuves contenues dans les rapports qui décrivaient une situation d'usure irréversible. Avec le temps, l'insistance des généraux à présenter la réalité est devenue plus fréquente et plus urgente. Les messages ne se contentaient pas de détailler les pertes et les difficultés logistiques, mais soulignait également les conséquences politiques et sociales d'une défaite prolongée. Baisse du moral, risque de rébellion interne et perte de contrôle sur les territoires occupés. La pression de ces avertissements commença à se faire sentir dans les décisions du Führer, bien que déformée par sa vision obsessionnelle et sa méfiance envers ceux qui osaient le contredire. En conclusion, les rapports et les avertissements des généraux représentaient la confrontation la plus directe entre la réalité et le fantasme de victoire d'Hitler. Ils ont démontré sans équivoque que le Reich était au bord de l'effondrement, que la supériorité alliée et soviétique était insurmontable avec les ressources disponibles et que tout espoir de renversement de situation dépendait d'éléments que l'Allemagne ne pouvait plus contrôler. Ce flux constant d'informations cruciales a contribué, quoique lentement, à ce qu'Hitler commence à percevoir que la guerre était, en réalité, irrémédiablement perdue, jetant ainsi les bases de son désespoir final et des décisions erratiques qui allaient marquer les derniers mois du conflit. La psychologie du Führer, obstination, déni et fureur face à la catastrophe. La psychologie d'Adolf Hitler durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale reflète un réseau complexe d'obstination, de déni et de fureur face à la réalité qui lui était implacablement imposée. Alors que les forces allemandes étaient vaincues sur de multiples fronts et que l'infrastructure du Reich s'affaiblissait, le Führer se retrouvait de plus en plus isolé, non seulement physiquement dans son bunker berlinois, mais aussi mentalement entouré de conseillers qui, craignant sa colère, se contentaient de répéter ce qu'ils voulaient entendre. Cette dynamique a alimenté un cycle de déni. Hitler s'accrochait à des plans impossibles, rêvait de contre-offensives miraculeuses et minimisait l'ampleur des défaites soviétiques et alliées, tandis que les faits objectifs pointaient vers la désintégration de la puissance allemande. Son obstination se manifestait par des décisions militaires irrationnelles et des changements d'ordre constants, souvent en contradiction directe avec l'avis de ses généraux. Bien que les rapports de terrain aient détaillé les pertes de terrain, les pénuries de carburant, le manque de munitions et l'effondrement du moral des troupes, Hitler a rejeté l'idée de retraite ou de négociation. Pour lui, la reddition était inconcevable.
Chaque défaite s'expliquait par une trahison des officiers ou une déloyauté des ennemis, jamais par des erreurs stratégiques ou des limitations logistiques. Cette vision déformée a renforcé leur sentiment d'invulnérabilité et leur volonté de continuer à se battre, même lorsque l'effondrement était évident. La fureur du Führer face aux échecs était proportionnelle à son désir de contrôle absolu. Punir les généraux, rétrograder les officiers et remplacer les commandants sont devenus des outils courants pour maintenir l'autorité et projeter la peur, même si ces actions déstabilisaient davantage la chaîne de commandement. Son tempérament explosif créait un climat de tension constante où toute communication honnête était pratiquement impossible et où toute tentative d'avertissement était interprétée comme une provocation personnelle. Dans le même temps, Hitler utilisait des rituels, des symboles et des discours pour renforcer sa perception de l'inévitabilité historique et justifier son obstination. Il s'accrochait à l'idée d'un destin héroïque, d'une victoire finale qui rachèterait tous les sacrifices, même si cette vision ne coïncidait pas avec la réalité sur les fronts militaires ni avec les preuves de l'effondrement économique et social au sein du Reich. Ce mécanisme psychologique lui permettait de maintenir l'illusion du contrôle, même si l'environnement matériel et humain démontrait le contraire. Le déni et l'obstination d'Hitler ont eu des conséquences profondes et considérables sur la structure même de la direction nazie et sur la conduite de la guerre. Les généraux et les officiers supérieurs se trouvaient dans une situation extrêmement délicate. Ils devaient concilier leur loyauté personnelle envers le Führer, leur devoir professionnel de préserver les vies et les ressources, et la crainte constante de représailles pour avoir désobéi aux ordres ou remis en question son jugement. Cette combinaison de facteurs a créé un environnement dans lequel les recommandations militaires étaient soigneusement nuancées, évitant les confrontations directes et se limitant à suggérer des mesures défensives minimales, des retraits stratégiques partiels ou des réorganisations d'urgence qui ne compromettraient pas l'autorité perçue d'Hitler. De ce fait, de nombreuses décisions cruciales qui auraient pu réduire les pertes humaines, préserver les infrastructures essentielles ou faciliter des évacuations coordonnées ont été reportées, retardées ou exécutées de manière incomplète, prolongeant inutilement les souffrances de la population civile et des soldats eux-mêmes. L'obstination du Führer a également engendré des tensions internes et une fragmentation au sein du haut commandement. Certains officiers commencèrent à anticiper que leurs ordres ne pourraient pas inverser le cours de la guerre, ce qui entraîna une augmentation des décisions locales autonomes, parfois en contradiction avec les directives de Berlin. Cela a engendré un chaos opérationnel, une perte de coordination entre les unités et des erreurs logistiques qui ont accéléré la désintégration des défenses allemandes. L'incapacité d'Hitler à accepter la réalité transformait même des actions simples, comme la redistribution des approvisionnements ou la réorganisation des troupes, en opérations lourdes de risques politiques où tout écart par rapport au plan officiel pouvait être considéré comme une trahison ou une insubordination. De plus, la psychologie du Führer avait un impact direct sur le moral des soldats et des officiers de rang inférieur. L'insistance à maintenir le récit de la victoire malgré les preuves du contraire a engendré confusion et méfiance. Les hommes étaient conscients que les rapports de bataille et les réalités du front ne correspondaient pas aux attentes imposées par Berlin. Cela a sapé la cohésion et l'efficacité de l'armée, provoquant des démissions, du découragement et, dans de nombreux cas, des actes de désobéissance partielle, de désertion ou de reddition prématurée aux forces alliées. La rigidité du commandement a ainsi contribué à accélérer la chute des unités et à augmenter le nombre de victimes, renforçant la perception que la défaite était non seulement imminente, mais inévitable. L'impact psychologique de l'obstination d'Hitler s'étendait également au-delà de l'armée. L'administration civile, les autorités locales et les responsables du parti nazi étaient confrontés à un dilemme similaire: maintenir leur loyauté envers le Führer tout en faisant face à la dévastation matérielle, aux bombardements alliés et aux pénuries de ressources essentielles. L'incapacité du dirigeant à admettre sa défaite a contraint les bureaucrates à agir sous des ordres contradictoires, obligeant à planifier clandestinement ou à improviser les évacuations, l'approvisionnement en nourriture ou la protection des installations critiques, tout en évitant de montrer de la faiblesse ou de la désobéissance. Cela a créé une double réalité,
une Allemagne où la guerre était gérée avec un pragmatisme local, mais où le discours officiel continuait de nier les preuves de la défaite, prolongeant ainsi le chaos et les souffrances. Historiquement parlant, la combinaison du déni, de l'obstination et de la fureur a consolidé un Führer de plus en plus isolé et déconnecté de la réalité tangible du conflit. Leur incapacité à accepter la défaite a non seulement prolongé la guerre, mais a également intensifié la destruction urbaine, l'effondrement des infrastructures, les pertes humaines massives et le démantèlement de l'appareil politique et militaire du Reich. Cette psychologie particulière explique pourquoi, même face à des défaites stratégiques colossales sur de multiples fronts et à des preuves accablantes que l'Allemagne ne pouvait pas soutenir le conflit, Hitler est resté au pouvoir, prenant des décisions désespérées, contradictoires et souvent suicidaires qui ont marqué les derniers mois de la guerre et scellé le destin inévitable du Troisième Reich. L'obsession de la perception du contrôle et le refus de reconnaître la réalité ont transformé ce qui aurait pu être un repli stratégique ordonné en un effondrement chaotique et sanglant qui a laissé de profondes cicatrices sur l'histoire de l'Europe et de l'humanité dans son ensemble. Décision critique et ordre désespéré. La réaction d'Hitler. Alors que le conflit entrait dans ses dernières années, Adolf Hitler se retrouva confronté à une situation de pression extrême et à une détérioration accélérée des capacités militaires allemandes. Les ressources se raréfiaient de plus en plus, le carburant, les munitions et les pièces détachées pour les chars et les avions diminuaient dramatiquement, tandis que les fronts à l'est et à l'ouest s'effondraient presque simultanément. Dans ce contexte, le Führer fut contraint de prendre des décisions cruciales qui, cependant, étaient rarement fondées sur des évaluations stratégiques objectives ou sur la réalité du terrain. Son entêtement, sa paranoïa et sa conviction qu'il pouvait encore changer le destin de l'Allemagne par des manœuvres audacieuses ont prévalu sur la logique militaire, donnant lieu à des ordres irréalisables et souvent contre-productifs. Parmi les décisions les plus importantes figuraient les ordres de contre-attaquer dans les zones où les forces allemandes étaient épuisées, dispersées ou manquaient de ravitaillement. Hitler s'obstinait à lancer des offensives impossibles, ignorant souvent complètement les limitations logistiques, les pénuries de carburant et de munitions et le faible moral des troupes. Par exemple, lors de l'offensive des Ardennes en décembre 1944, le Führer opta pour une attaque éclair qui nécessitait le déplacement de grandes colonnes blindées, sans soutien aérien suffisant ni réserve de carburant adéquate, ce qui condamna l'opération dès le départ. Ce type de décision a conduit à la destruction systématique d'unités entières et a accéléré l'attrition irréversible de l'armée, tandis que les généraux étaient tiraillés entre une loyauté aveugle envers le Führer et la nécessité de préserver leurs forces. Le recours excessif et précipité aux réserves stratégiques était une autre manifestation du désespoir d'Hitler. Les divisions de réserve et les unités précédemment mises au repos ont été mobilisées pour soutenir des fronts déjà considérés comme perdus, épuisant ainsi les possibilités de manœuvres futures et compromettant tout plan défensif ultérieur. L'intégration d'unités improvisées, telles que le Volkssturm, composé d'hommes plus âgés ou inexpérimentés, et de jeunes recrues des jeunesses hitlériennes, reflétait la gravité de la pénurie de personnel entraîné et l'urgence de maintenir les lignes défensives face à la pression alliée et soviétique. Nombre de ces combattants manquaient d'entraînement, d'armement adéquat et de cohésion tactique, ce qui non seulement augmenta leurs pertes, mais mit également en évidence le déclin organisationnel du Troisième Reich. De plus, l'obsession d'Hitler pour la protection des symboles idéologiques et des territoires à valeur symbolique l'a conduit à émettre des ordres qui ignoraient le bon sens militaire. Les villes stratégiques et les territoires occupés furent défendus au prix de vies humaines, souvent sans impact significatif sur le confinement de l'ennemi. Ce comportement reflétait la dichotomie d'un Führer pris entre sa vision messianique de la guerre et l'inévitable réalité de l'effondrement militaire. La nécessité de montrer le contrôle et la résistance devant le peuple allemand et les Alliés contrastait avec l'évidence que la victoire n'était plus à portée de main. Ces décisions désespérées ont eu pour conséquence un chaos opérationnel accru, un déploiement excessif de troupes épuisées et une perte accélérée de matériel essentiel, tant sur le front et que sur le front ouest. L'obstination à mener des offensives irréalistes, le déploiement d'unités inexpérimentées et l'épuisement des réserves stratégiques
ont non seulement accéléré la défaite, mais ont également accentué la démoralisation des forces armées et de la population civile, qui commençait à comprendre que même le régime le plus discipliné et le plus brutal ne pouvait maintenir l'illusion de la victoire. De plus, ces ordres désespérés comprenaient des directives visant à détruire leurs propres infrastructures afin de retarder l'avancée des Alliés et des Soviétiques, une politique connue sous le nom de politique de la terre brûlée. Les usines, les ponts, les voies ferrées et les approvisionnements furent systématiquement détruits, empêchant l'ennemi d'exploiter les ressources stratégiques, affectant la population civile et compliquant la logistique de ses propres troupes. Cette stratégie, qui visait à gagner du temps, a finalement accéléré l'effondrement du système économique et social allemand. Hitler intervenait également directement dans les décisions opérationnelles qui incombaient traditionnellement à ses généraux, qu'il s'agisse de la redistribution des unités de chars ou de la planification de contre-offensives qui ne pouvaient être soutenues. Son contrôle excessif, fondé sur des critères idéologiques et personnels plutôt que sur la réalité militaire, a engendré des conflits constants au sein du haut commandement, des retards critiques et un manque de coordination entre les différents fronts. Ces ordres, souvent contradictoires et tardifs, reflètent un mélange de désespoir, d'ego et d'obsession de contrôler chaque aspect de la guerre jusqu'à ses conséquences ultimes. Finalement, le désespoir s'est manifesté par des tentatives de trouver des solutions miraculeuses grâce à la technologie militaire ou à des projets d'armes secrètes, tels que des fusées et des missiles expérimentaux. Hitler croyait que l'introduction de ces armes pouvait changer le cours du conflit, faisant fi des difficultés de production, du manque de formation spécialisée et de l'avancée inexorable des forces alliées. Ces projets coûteux et inefficaces ont gaspillé du temps, des ressources et de l'espoir qui auraient pu être utilisés pour des manœuvres défensives plus cohérentes. En résumé, les décisions cruciales et les ordres désespérés d'Hitler révèle non seulement son incapacité à s'adapter à la réalité stratégique, mais aussi comment sa psychologie a directement affecté la capacité de résistance du Troisième Reich. Son obsession de tout contrôler, son manque de flexibilité et son recours constant à des solutions extrêmes ont accéléré l'effondrement militaire et humain, démontrant que la défaite était non seulement inévitable, mais aussi intensifiée par son propre leadership irrationnel. L'impact sur le moral du régime, loyalistes et collaborateurs face à la vérité. Alors que la guerre devenait inévitablement perdue, l'impact sur le moral au sein du régime nazi fut profond et multiforme. Le refus obstiné d'Hitler de reconnaître la réalité se heurtait à la perception des officiers supérieurs, des fonctionnaires et des collaborateurs qui, malgré leur loyauté, ne pouvaient ignorer l'ampleur de l'effondrement. La défaite s'est manifestée par l'effondrement des fronts, la chute des villes sous l'avancée des Alliés et des Soviétiques et la diminution des ressources, créant un sentiment croissant d'impuissance et de frustration parmi ceux qui avaient cru à la promesse d'un Reich éternel. Les officiers et ministres les plus proches étaient confrontés à un dilemme constant: concilier leur loyauté personnelle et politique envers Hitler avec la nécessité de reconnaître la défaite et de protéger ce qu'ils pouvaient encore sauver du pays ou de leur propre carrière. Certains, comme Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, continuèrent à exécuter les ordres malgré leur irrationalité manifeste, conscients que l'obéissance était un devoir quasi sacré, tandis que d'autres commencèrent à planifier comment survivre à l'effondrement final, y compris des tentatives de négociation ou de reddition partielle avec les Alliés. Ce conflit interne a engendré des tensions constantes au sein du haut commandement, où les discussions stratégiques se mêlaient aux accusations, aux récriminations et à des signes visibles de désespoir. La loyauté idéologique, fondée sur le culte de la personnalité d'Hitler et la doctrine du national-socialisme, commença à s'effriter sous le poids d'épreuves. Le moral a été érodé non seulement par les défaites militaires, mais aussi par le choc entre la réalité tangible et les attentes nourries par des années de propagande intense. Les responsables, les soldats et les civils liés au régime étaient confrontés à une dissonance cognitive. Ils devaient justifier leurs actions passées tout en assistant à la désintégration de ceux dans quoi ils avaient investi leurs efforts, leur foi et leur vie. Les membres des jeunesses hitlériennes, de la SS et d'autres organisations paramilitaires ont également perçu ce changement de cap. La certitude de la défaite engendra la peur, l'incertitude et la méfiance au sein des troupes. Certains jeunes, encore endoctrinés,
continuaient à défendre avec ferveur la cause, tandis que d'autres subissaient un découragement, une désobéissance clandestine ou des tentatives de désertion. Ce contraste reflétait un phénomène sociopolitique plus large, l'effondrement du consensus idéologique qui avait soutenu le régime pendant des années et le début d'une fragmentation interne. L'impact psychologique et social de la guerre en Allemagne nazie, surtout durant les dernières années du conflit, fut profond et multiforme. Au sein de la population civile liée au parti nazi et aux structures de l'État, l'effondrement militaire n'était pas seulement perçu comme une menace extérieure, mais aussi comme une crise intérieure qui remettait en question la légitimité même du régime. Pendant des années, la propagande avait construit l'image d'un Führer infaillible et d'un Reich invincible. La perte de ce récit, illustrée par des défaites telles que Stalingrad, la chute de l'Italie et le débarquement allié en Normandie, a engendré un sentiment de trahison, de désillusion et de confusion chez ceux qui avaient aveuglément fait confiance au leadership d'Hitler. La dévastation matérielle, la famine, les bombardements des villes et la disparition de membres de famille au front ont renforcé un sentiment d'abandon et de vulnérabilité qui touchait aussi bien les responsables du parti que la population en général. La tension psychologique était exacerbée par l'incertitude quant à l'avenir. De nombreux membres et officiers du parti ont été contraints de faire face à des dilemmes éthiques et stratégiques. Maintenir leur obéissance à une direction qui ne pouvait plus soutenir la guerre ou assurer leur survie et celle de leur famille, souvent en se dérobant à leurs responsabilités ou en cherchant refuge dans des territoires moins menacés. Le sentiment que la défaite était inévitable se mêlait à l'angoisse des représailles alliées, d'éventuelles purges internes et de la perte des privilèges qui avaient caractérisé la hiérarchie nazie jusqu'alors. Ce processus a engendré de profondes tensions internes. Rivalités, suspicions et actes de désobéissance clandestine ont commencé à proliférer au niveau administratif et militaire. Le moral du régime fut donc affecté non seulement par les défaites militaires, mais aussi par l'érosion de la cohésion sociale et politique qui avait soutenu le Troisième Reich pendant des années. La certitude de la défaite s'est traduite par un mélange de résignation et de désespoir qui a imprégné tous les niveaux de la structure étatique. Les officiers et les fonctionnaires commencèrent à prendre des décisions pragmatiques pour se protéger eux-mêmes et leurs familles, anticipant la chute du Reich et l'arrivée de l'occupation alliée. Dans de nombreux cas, cela a entraîné le déplacement de documents, de dossiers et d'actifs, ainsi que des mesures stratégiques visant à préserver la sécurité personnelle et à minimiser l'exposition à des représailles ultérieures. Cet effondrement moral et psychologique a eu un effet cumulatif. Il a affaibli la discipline, érodé la confiance dans les ordres d'Hitler et sapé la capacité du régime à maintenir un contrôle centralisé efficace. L'obéissance absolue qui avait caractérisé la Wehrmacht et ses structures administratives commença à se fragmenter, tandis que le sentiment de défaite alimentait à la fois le désespoir et l'initiative individuelle. La pression interne, combinée à l'offensive militaire continue des Alliés et de l'Armée rouge, a accéléré la désintégration de l'appareil politique, administratif et militaire du Reich, démontrant que la chute de l'Allemagne n'était pas seulement le résultat d'une force extérieure, mais aussi de la décomposition interne d'un système qui ne pouvait plus se maintenir sur l'illusion d'invincibilité ni sur la loyauté aveugle de ses partisans. Historiquement, ce phénomène explique pourquoi, dans les derniers mois de la guerre, de nombreuses villes se sont rendues sans résistance prolongée, pourquoi de nombreux officiers et fonctionnaires ont cherché à négocier leur survie individuelle, et pourquoi la cohésion du parti nazi et des forces armées s'est rapidement détériorée. La combinaison des défaites sur les fronts, de la rareté des ressources, des décisions irrationnelles d'Hitler et de la reconnaissance tacite de la défaite a engendré un effondrement systémique, militaire, politique et psychologique, qui s'est manifesté par la désintégration progressive du Reich et par l'occupation et la reconstruction imminente de l'Allemagne par les puissances alliées. Signes d'effondrement, évacuation, défenses inutiles et pertes territoriales. À l'approche de la phase finale de la guerre, les signes de l'effondrement du Troisième Reich devenaient de plus en plus visibles sur tous les fronts et à tous les niveaux de la société allemande. Les évacuations massives de civils et de troupes reflétaient l'incapacité du régime à maintenir la sécurité et le contrôle sur de vastes régions. Des villes entières furent abandonnées à mesure que les forces alliées et soviétiques avançaient,
Et les autorités locales, submergées par l'ampleur des déplacements de population, pouvaient à peine organiser des abris, des transports ou des approvisionnements de base. Les trains, les camions et les voies d'évacuation se sont retrouvés congestionnés alors que la population fuyait avec tout ce qu'elle pouvait emporter, créant chaos et désespoir. Dans le même temps, les défenses construites au fil des années pour protéger les villes stratégiques et les lignes frontalières se sont révélées inutiles face à la supériorité matérielle et tactique des armées ennemies. Les fortifications, les bunkers et les systèmes antiaériens furent neutralisés par des bombardements précis et des offensives combinées qui brisèrent la résistance allemande en plusieurs points. La Wehrmacht, épuisée et subissant des pertes croissantes, ne pouvait plus tenir ses positions, et les soldats étaient souvent confrontés au dilemme de se battre jusqu'à la mort ou de se rendre face à des forces supérieures en nombre. Ce sentiment d'impuissance s'étendait du front jusqu'au commandement intermédiaire, créant un climat de désespoir et de désorganisation. L'effondrement territorial était également évident. Des régions qui avaient fait partie intégrante du Reich pendant des années sont rapidement tombées sous le contrôle des Alliés ou des Soviétiques, démontrant que le pouvoir central ne pouvait plus imposer son autorité ni coordonner une défense efficace. La chute des villes clés eut non seulement un impact militaire, mais elle mina également le moral de la population et des officiers, qui commençaient à comprendre que le Reich était irrémédiablement en train de perdre sa capacité à soutenir la guerre. Les informations concernant la prise de territoires stratégiques, combinées aux rumeurs de reddition et de trahison locale, ont accéléré le sentiment d'un effondrement inévitable. De plus, les déplacements massifs de population et la perte de contrôle territorial ont engendré un effondrement logistique extrême. L'approvisionnement en nourriture, munitions, carburant et médicaments est devenu presque impossible à coordonner. Les unités en retraite dépendaient de lignes de ravitaillement surchargées et endommagées, tandis que les hôpitaux et les abris étaient débordés. La combinaison de ressources rares, du manque d'organisation et de l'avancée de l'ennemi rendait toute tentative de résistance de plus en plus vaine, augmentant le découragement parmi les soldats et les civils. L'impact psychologique de ces signaux était tout aussi important. Les habitants des villes évacuées et les soldats en retraite étaient confrontés à un sentiment croissant d'abandon et de désespoir. La certitude que la guerre était perdue s'est peu à peu imposée, tandis que la propagande officielle, de plus en plus discréditée, ne pouvait contrer les preuves tangibles de l'effondrement. La méfiance envers les dirigeants nazis grandissait et l'obéissance aveugle commençait à céder la place aux soucis de la survie personnelle et familiale. En résumé, les évacuations massives, l'inutilité des défenses et la perte de territoires stratégiques reflétaient clairement que l'Allemagne atteignait les limites de sa capacité de résistance. Ces signes ne marquaient pas seulement des défaites militaires spécifiques, mais représentaient aussi l'implosion d'un système qui avait promis un contrôle absolu et une victoire éternelle. Le sentiment d'effondrement, évident pour les soldats, les officiels et les civils, a ouvert la voie à l'inévitable capitulation et a souligné que la guerre, telle qu'Hitler l'avait conçue, était véritablement perdue. Le début de la fin, l'acceptation implicite de la défaite et de ses conséquences futures. L'acceptation implicite de la défaite au sein de la direction nazie n'était pas un acte formel de capitulation, mais un processus graduel et psychologique qui s'est solidifié à mesure que les preuves de l'effondrement devenaient indéniables. Hitler, tout en continuant de proclamer publiquement l'invincibilité du Reich et l'inévitabilité de la victoire finale, commença à modifier secrètement certaines de ses décisions stratégiques. Cela comprenait la réorganisation des réserves, la préparation des défenses dans les zones clés et l'ordre d'évacuation partielle du personnel militaire et civil des zones considérées comme irrémédiablement compromises, telles que certaines villes de l'Est et les secteurs frontaliers. Ces mesures, présentées comme des tactiques défensives pour maintenir le contrôle, reflétaient la reconnaissance sous-jacente qu'une offensive prolongée n'était plus viable et que la guerre s'orientait vers une issue défavorable pour l'Allemagne. Parallèlement, la gestion des ressources critiques, telles que le carburant, les munitions et les véhicules blindés, a commencé à privilégier la préservation des unités stratégiques et la protection des installations vitales, plutôt que le soutien d'attaques décisives susceptibles de renverser le cours du conflit.
Ce changement dans la répartition des ressources témoignait d'une prise de conscience croissante du fait que la guerre ne pouvait plus être menée avec l'ambition démesurée qui avait caractérisé les campagnes précédentes et que tout effort offensif supplémentaire ne ferait qu'accélérer l'attrition d'une armée surchargée et épuisée. L'impact psychologique de cette acceptation implicite s'étendait à la chaîne de commandement et aux troupes régulières. Les officiers supérieurs, conscients de l'ampleur des défaites en Normandie, dans la péninsule italienne et sur le front de l'Est, commencèrent à communiquer des messages plus réalistes à leurs subordonnés, tout en veillant à ne pas rompre la discipline. Cependant, le constat que même les dirigeants les plus proches d'Hitler reconnaissaient l'impossibilité de renverser la situation a engendré démoralisation, incertitude et un sentiment d'effondrement inévitable. Dans certains secteurs, cela a conduit à des actes de désobéissance individuelle, à des retraits stratégiques sans ordres explicites, voire à des redditions locales aux forces alliées ou soviétiques. D'un point de vue administratif et politique, cette acceptation tacite s'est reflétée dans la planification de l'avenir immédiat. Des instructions discrètes ont été données pour protéger les documents stratégiques et politiques, notamment les archives du parti nazi, les dossiers militaires, les rapports de renseignement et les effets personnels des principaux dirigeants, sachant que l'occupation alliée entraînerait des enquêtes et des procès. Dans le même temps, des mesures stratégiques ont été planifiées pour protéger les figures du parti et leurs proches, en encourageant les déménagements vers des zones sûres et en allouant des ressources limitées, anticipant qu'une défaite signifierait non seulement une perte territoriale, mais aussi une exposition à des représailles. La logistique civile a également été affectée. Les hôpitaux ont été réorganisés, des évacuations civiles ont été planifiées et des entrepôts contenant des fournitures essentielles ont été sécurisés afin de minimiser les pertes humaines et de préserver les infrastructures critiques. Ces mesures reflétaient une double conscience. D'une part, la nécessité de maintenir le fonctionnement de base de l'État et d'autre part, l'acceptation tacite que la défaite entraînerait le chaos, une reconstruction forcée et une domination étrangère. Dans le domaine de la propagande et de la communication interne, un discours de résistance et de victoire possible a été délibérément entretenu afin de soutenir le moral des troupes et de la population. Cependant, dans la pratique, des directives secrètes ont été mises en œuvre pour se préparer à la défaite. Protection des hôpitaux, des voies d'évacuation, sécurisation des ressources stratégiques et protocoles pour les attaques imminentes. Cela reflétait le paradoxe constant du régime, l'obstination publique contre le pragmatisme privé. Historiquement, ce comportement démontre comment même les régimes les plus autoritaires et obsédés par la propagande sont soumis à la pression des faits concrets. Les mesures prises par Hitler et son entourage, protection des archives, évacuation et mise à l'abri des personnes clés, prouvent que la défaite n'était plus une simple possibilité, mais une réalité tacitement reconnue. L'accent mis sur la survie, la préservation des documents et la réorganisation des ressources témoignent d'une conscience stratégique et d'une volonté de gérer l'héritage du régime face à l'occupation alliée et à la période d'après-guerre. La reconnaissance tacite de la défaite a également transformé la conduite de la guerre. Au lieu d'offensives audacieuses, la priorité a été donnée à la conservation des forces et des ressources. Cela a entraîné la mise en place de défenses passives, le renforcement des positions clés, la réorganisation des unités militaires et la réaffectation des approvisionnements vers les zones où une certaine résistance pouvait encore être maintenue. Les offensives de grande envergure qui avaient caractérisé la Blitzkrieg furent remplacées par des actions défensives, des replis stratégiques et de petites contre-attaques visant à ralentir l'avancée des Alliés. Chaque carte montrant le recul des lignes de front, chaque rapport sur les pénuries de carburant ou de munitions et chaque rapport sur le moral des troupes renforcèrent la perception d'une défaite inévitable. Parallèlement, cette acceptation tacite a eu des effets profonds sur la politique intérieure du régime. La planification comprenait des considérations relatives à la future occupation alliée, à la perte d'influence territoriale, à la protection des dirigeants et des familles proches du parti et à la gestion d'éventuels procès pour crimes de guerre. Même si le discours de propagande sur la résistance était maintenu, les décisions stratégiques et administratives visaient à atténuer les dégâts et à préserver les ressources humaines, matérielles et symboliques pour faire face à la période d'après-guerre. Plus largement,
Le passage à une guerre menée dans la perspective d'une défaite a affecté le moral des troupes et de la population civile. La perception que les dirigeants reconnaissaient l'effondrement inévitable a eu un impact sur la discipline, la cohésion et la résilience, tandis que la population vivait une double réalité. La propagande entretenait l'illusion de la force, tandis que les preuves concrètes de la défaite généraient de l'anxiété, de l'incertitude et de la méfiance envers le régime. Ce processus graduel marqua le début de la fin du Troisième Reich. La combinaison de stratégies défensives, de réorganisation logistique, de protection des ressources et d'anticipation de l'occupation alliée démontre que la fin n'était pas le produit d'un événement isolé, mais d'une prise de conscience progressive de l'impossibilité d'inverser la situation. Chaque décision prise reflétait une conscience de l'ampleur de la crise et une préparation à affronter les conséquences de la défaite, jetant ainsi les bases de l'inévitable chute du régime et de la réorganisation de l'Europe après 1945. En définitive, le début de la fin ne peut être appréhendé comme un simple moment historique, mais comme un processus complexe d'adaptation, de résignation stratégique et d'anticipation de l'après-guerre, où l'acceptation tacite de la défaite a permis à Hitler et à ses généraux d'ajuster leurs tactiques, de planifier l'après-guerre et d'affronter, même de manière limitée et désespérée, la réalité qui allait marquer la fin de l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire moderne. Isolement politique et diplomatique, perte d'alliés et délégitimation internationale. Alors que la guerre entrait dans sa phase finale, l'Allemagne subit non seulement d'importantes défaites militaires, mais également un isolement politique et diplomatique de plus en plus profond. Les alliés traditionnels du Reich avaient commencé à remettre en question son efficacité et, dans certains cas, à retirer leur soutien ou à limiter leur coopération. Après la chute de Mussolini en 1943, l'Italie était devenue un théâtre d'opérations conflictuelles et instables, tandis que le Japon, tout en maintenant son alliance, était concentré sur son propre front en Asie et dans le Pacifique, ce qui empêchait toute aide efficace à l'Allemagne en Europe. Ce manque de soutien international a sapé les capacités stratégiques du Reich et a renforcé la conviction interne que la guerre était irrémédiablement perdue. Cet isolement s'est également traduit par la délégitimation du régime allemand dans le monde entier. La propagande nazie, qui s'était efforcée de projeter une image d'invincibilité et de leadership mondial, s'est heurtée à des preuves que la communauté internationale, y compris les pays neutres, commençait à considérer l'Allemagne comme un agresseur vaincu et un État dont l'autorité était contestable. Les puissances neutres, comme la Suède et la Suisse, commencèrent à prendre leur distance avec toute relation pouvant être interprétée comme un soutien actif, et les gouvernements occupés d'Europe de l'Est et de l'Ouest commencèrent à anticiper la chute de Berlin, réorientant leurs politiques et leur résistance vers les Alliés. Cette perte d'influence diplomatique a privé le Reich de tout pouvoir de négociation et a limité la possibilité de manœuvres politiques susceptibles d'atténuer les conséquences de sa défaite. En interne, le sentiment d'isolement a alimenté la paranoïa et la méfiance envers les dirigeants nazis. Hitler et son entourage proche ont compris que même des alliés au sein du bloc allemand pouvaient remettre en question leurs ordres ou privilégier leur survie individuelle à la cohésion du régime. L'absence d'alliés fiables et la certitude qu'aucun soutien extérieur n'interviendrait pour changer le cours de la guerre ont renforcé la tendance à prendre des décisions de plus en plus extrêmes et désespérées, notamment des ordres de défense totale des villes sans aucune possibilité de succès et la mobilisation disproportionnée et chaotique des ressources humaines et matérielles. Cet isolement politique et diplomatique a également affecté le moral de la population civile. Les citoyens conscients de la situation internationale comprenaient que la guerre ne pouvait plus être maintenue, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi en raison du manque de soutien extérieur et de la perte de légitimité d'un État qui avait été perçu comme un agresseur et qui faisait désormais face à des sanctions, des bombardements et une pression internationale croissante. La combinaison des défaites militaires, de l'insuffisance des ressources et de la délégitimation internationale a renforcé le sentiment d'un effondrement inévitable et a révélé que la défaite n'était pas seulement un phénomène tactique ou stratégique, mais aussi un processus politique mondial qui enfermait le Reich dans un isolement de plus en plus complet et définitif. En résumé, l'isolement politique et diplomatique a non seulement affaibli la position internationale de l'Allemagne, mais a également intensifié la crise interne du régime. La perte d'alliés fiables,
et la délégitimation internationale croissante ont transformé la guerre en un conflit où la survie est devenue la priorité sur toute ambition de victoire, contraignant Hitler et ses dirigeants à prendre des décisions extrêmes alors que le Reich approchait de l'effondrement inévitable. En conclusion, le jour où Hitler a réalisé que la guerre était véritablement perdue ne peut être considéré comme un moment isolé ou soudain, mais comme le résultat d'un processus prolongé de défaites accumulées, d'échecs stratégiques et de confrontations continues avec une réalité que le Führer avait refusé d'accepter pendant des années. Chaque front ouvert, chaque défaite en Afrique, chaque offensive soviétique et chaque débarquement allié à l'Ouest étaient autant de signes indéniables d'un effondrement qui, malgré l'obstination et la propagande, devenait impossible à ignorer. La guerre, conçue par Hitler comme une démonstration de son génie militaire et de la suprématie allemande, est devenue un témoignage des limites de l'ambition humaine et de la vulnérabilité d'un régime fondé sur l'idéologie et la violence. L'impact de ces défaites ne s'est pas limité au domaine militaire. Le moral au sein du Troisième Reich commença à s'effondrer. Officiers, collaborateurs et citoyens fidèles au régime furent confrontés à la dure réalité que les promesses de victoire et de grandeur éternelle étaient illusoires. L'obstination du Führer, son déni et ses ordres désespérés contrastaient avec les preuves d'effondrements territoriaux, d'évacuations chaotiques et de défenses de plus en plus inutiles. Ce choc entre la réalité tangible et la vision délirante de Hitler a engendré un climat de tension extrême, de peur et de méfiance au sein de la direction nazie, où même les plus fidèles ont commencé à remettre en question la viabilité de la poursuite de la guerre. Accepter la défaite impliquait aussi de reconnaître les conséquences futures, les pertes en vies humaines, les destructions matérielles, l'occupation étrangère et le jugement historique qui en découlerait inévitablement. Ce moment marque rétrospectivement le début de la fin du Troisième Reich, un tournant où la machine de guerre, le pouvoir absolu et l'ambition idéologique ont commencé à s'effondrer irréversiblement. La chute d'Hitler et de son régime démontre que même des dirigeants apparemment invincibles ne peuvent pas indéfiniment défier les forces combinées de la réalité, la résilience de leurs ennemis et les limites de la logistique et de la stratégie militaire. La réflexion sur ce moment crucial nous permet de comprendre non seulement les faits concrets de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les leçons universelles sur l'arrogance, l'aveuglement face aux preuves et le coût humain de l'obstination. L'accumulation d'erreurs stratégiques, d'échecs logistiques et de décisions désespérées a inévitablement conduit à la défaite, soulignant qu'aucune force, aussi puissante qu'elle puisse paraître, ne peut se maintenir si elle ignore la réalité qui l'entoure. Ainsi, cet épisode n'est pas seulement un récit de pertes et de défaites, mais aussi un avertissement historique sur les dangers du fanatisme, de l'ambition démesurée et de l'incapacité à accepter la vérité à temps. En fin de compte, le jour où Hitler a réalisé que la guerre était perdue nous rappelle que l'histoire est marquée par des moments de lucidité douloureuse, où l'illusion et la réalité s'entrechoquent de manière irréversible et que le destin de nations entières peut dépendre de la capacité de leurs dirigeants à reconnaître cette vérité et à s'y adapter. La Seconde Guerre mondiale, avec son ampleur colossale de destruction et de souffrance, témoigne de manière incontestable de la façon dont l'obstination personnelle peut accélérer la chute des empires, laissant une leçon qui continue de résonner des décennies plus tard dans la mémoire collective de l'humanité.